Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une petite incise politique plutôt électorale. C'est intéressant. Ce week-end, en Roumanie, premier tour de l'élection présidentielle, vous savez, qui avait été annulé il y a 2 semaines. Eh bien, 40% pour Georges Simion, le chef du parti souverainiste, Alliance pour l'unité des Romains. Il a pratiquement tout écrasé sur son passage. Alors, le deuxième candidat est arrivé à 21%. En Angleterre, même chose pour les souverainistes. La figure du Brexit, Nigel Farage, il y avait donc des élections partielles dans le nord-ouest de l'Angleterre, élections locales. Eh bien, il a tout écrasé lui aussi avec 611 élus, avec une défaite assez lourde des travaillistes et des conservateurs anglais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on verra bien, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce que, personnellement, je dis longtemps, mais ça n'engage que moi depuis longtemps, c'est que ce n'est plus les questions de gauche et de droite, c'est mondialiste et souverainiste, et de plus en plus, on voit s'affronter ces deux camps à l'échelle mondiale. Et maintenant, nous allons parler justice. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Roire, écoutez, on ne va pas vous présenter. Je regardais votre très impressionnante liste de romans et d'essais. Franchement, qui est à la fin de tous les bouquins, mais vous êtes académicien, on parlait de langue française. Il est bon quand même qu'il y ait au moins 40 personnes qui s'occupent de cette langue, de la belle langue de notre pays. Et vous êtes l'auteur de votre plus récent livre, je ne dirai pas votre dernier bien sûr, Drôle de justice aux éditions Albin Michel. Et Jean-Marie Roire, il faut rappeler, parce que ça avait fait beaucoup de bruit, il y a presque une trentaine d'années, vous avez écrit 2 livres sur le cas Omar Haddad, cette fameuse histoire que peut-être que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais que énormément de gens, je dirais une majorité de la population française avait entendu parler. Et ça va. Qu'est-ce qui a fait que vous en parlez dans votre livre, dans le Drôle de justice déjà? Qu'est-ce qui fait que vous avez réagi en disant, alors que vous êtes romancier, que vous êtes surtout un romancier, que vous adorez la littérature et vous le montrez encore dans ce livre, qu'est-ce qui a fait que vous avez réagi en disant, il faut que je m'en occupe, il faut que je parle de cela, que j'écrive là-dessus? D'abord, je m'étais toujours intéressé aux questions de justice. Comme écrivain, puisqu'il y a un lien entre la justice et la littérature qui a été montré par des gens. Je peux pas prendre les exemples écrasants de Zola et de Voltaire. Donc je m'y suis toujours intéressé. Et puis, comme j'étais journaliste, j'ai vu, bien sûr, je trouvais que l'intérêt du journalisme, c'était de venir en aide à des gens, de leur donner la parole, de pouvoir les aider, les soutenir. Et donc, mon premier article, ça avait été sur l'affaire Gabriel Russier, qui était le fameux professeur... Mourir d'aimer. Mourir d'aimer. Oui. Et je l'avais défendu de son vivant, bien avant Georges Pompidou. Et puis, ensuite... Vous étiez journaliste où à l'époque? J'étais journaliste au Figaro. Figaro, d'accord. J'étais journaliste 2 fois au Figaro. J'ai été viré d'ailleurs 2 fois. Et vous êtes revenu comme directeur du Figaro littéraire. Oui, ensuite, oui, mais ça, c'est la deuxième fois. La première fois, Et donc, c'est Gabriel Russier, vous aviez longuement écrit dessus, enfin, vous avez écrit à plusieurs reprises. Oui. Et donc, ensuite, il y a d'autres affaires, je me suis intéressé à d'autres affaires judiciaires, notamment les proxénètes de Lyon, voilà, il y avait beaucoup d'affaires toujours assez sulfureuses. Et puis, est arrivée l'affaire Omar Haddad, et immédiatement, je me suis dit, c'est un scandale, mais je ne me suis pas vraiment engagé avant le procès, parce que je pensais, en analysant toute l'instruction, qu'il allait être... il y avait un non-lieu, parce qu'il n'y avait rien contre lui, c'était vraiment... Et il n'y avait pas de preuves. Mais il n'y avait rien, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un inculpé chimiquement pur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une bagarre chez Omar Haddad, on ne peut rien lui reprocher. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'antécédents. Rien. Et toute l'affaire a été tellement montée, et c'était tellement visible, je me suis dit, c'est pas possible. Ne serait-ce que, il y a une chose qui était
deux choses. C'est au début du procès et à la fin. Au début, c'est quand on voit la façon dont cette femme a été torturée, Madame Marshall, elle a un traumatisme crânien, le foie perforé, elle a des boutures sur tout le corps, on l'a torturée vraiment. Et c'est évident que, on voit le résultat de l'autopsie, elle était dans l'incapacité d'inscrire l'inscription sur les portes, les deux inscriptions à 6 mètres de distance dans la cave. Donc, dès le départ, ce n'était pas possible. Et puis, des années après, on a vu qu'il n'y avait pas l'ADN de Baradat, mais d'autres ADN. Et ça aurait dû immédiatement, on aurait dû le libérer. Ben non, on a continué à l'inculper. Il est passé en procès, il a été condamné. Et là, la condamnation aussi aurait dû mettre la puce à l'oreille de tous les magistrats qui ont participé à la révision. C'est qu'il a été condamné à 18 ans de réclusion avec les circonstances atténuantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, puisque c'est un crime abominable. Mais, et ça c'est ce que je mets en cause dans mon livre, c'est le problème des assises. Parce que maintenant, les assises, depuis Vichy, on a réformé les assises. Il y a ce qu'on appelle l'échevinage, c'est la participation des magistrats avec les jurés populaires. Et ça, c'est une déviation. Ça date de Vichy, ça. Ça date de Vichy. C'est un décret-loi de Vichy qui a dit maintenant, alors que la justice fonctionnait très très bien depuis 200 ans, depuis la Révolution, c'est 12 hommes en colère. Ce sont des jurés qui décident. Parce qu'en Amérique, dans tous les films, on le voit, les jurés sont seuls à délibérer. Mais c'est ça la justice, parce que à partir du moment où vous faites venir des magistrats, ils ont leur idée, et comme ils ont une compétence juridique sur les choses, bien entendu, ils ont un pouvoir. Et d'ailleurs... Ils influencent. Et alors, ce qui manque, c'était un décret de Vichy, c'est qu'on avait décidé, dans ce décret de 41, on avait décidé que les jurés ne pouvaient en aucun cas être ni juifs ni francs-maçons. Donc oui, alors on a supprimé ça à la Libération, et on a gardé... Mais vous remarquerez que maintenant, dans toutes les juridictions, dans les cours criminelles, il n'y a même plus de jurés. C'est-à-dire il n'y a plus que des magistrats qui décident de la justice, et ça, c'est... À mon avis, c'est extrêmement grave sur le plan judiciaire. Mais Jean-Marie Roire, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire, vous dites aujourd'hui dans les cours criminels, parce que j'ai vu ça, moi j'étais persuadé, vous voyez, dans ma candeur, et peut-être qu'il y avait encore dans les cours criminels, il y avait des magistrats certes qui assistaient, mais que les jurés existaient, c'est fini. Non, alors c'était une expérimentation. Oui. C'était un ministre de la Justice... pas longtemps, mais ça a été au titre d'expérimentation. Et puis maintenant, avec des arguments qui sont extrêmement fallacieux, c'est de dire que les jurés risquent quelque chose. Les jurés, on peut faire pression sur eux. Mais on peut faire pression aussi sur les magistrats. Bien sûr. On peut faire pression sur... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, attendez, qu'on se comprenne bien, et surtout pour nos auditeurs et ceux qui nous écoutent et nous voient, aujourd'hui, les affaires criminelles, il n'y a plus de jurés populaires. Non. Les cours d'assises, pour l'instant, sont maintenus. Il y a toujours... il n'y a que 3 magistrats, et voilà, avec les jurés. Mais alors, quels sont les cours criminels où on a supprimé les jurés ? Alors, il y a des cours criminels pour un certain nombre de crimes, je crois, c'est les questions de drogue ou un certain nombre de choses qui sont... Voilà, donc, à ce moment-là, où le terrorisme, il y a un certain nombre de... Mais ça montre un mouvement de la justice, de la magistrature, de reprise en main dans tous les domaines. C'est-à-dire, c'est ce que je dénonce dans mon livre, sur la République des juges, c'est que non seulement les juges, personne ne peut les juger, mais en plus, elles prennent le pouvoir à tous les États. Si vous voulez, vraiment, aussi bien en politique, et l'intervention des juges en matière politique, parce que c'est quand même... il peut y avoir maintenant peut-être la 3e fois avec Marine Le Pen que la justice intervient
dans le processus démocratique. C'est quand même invraisemblable, c'est inimaginable. Cette idée d'inéligibilité qui vient des députés eux-mêmes, c'est là où c'est un suicide des députés qui ont voulu... C'est un suicide ou un masochisme spécial, mais enfin, c'est étonnant, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on va en parler, justement, Jean-Marie Roy, parce que c'est intéressant aussi qu'en Roumanie, les premières élections ont été annulées par la Cour constitutionnelle. Toujours les juges. À quel prix et qui, comme vous avez dit, qui juge les juges? Est-ce que nous sommes dans une société d'irresponsabilité illimitée? On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et vous savez très bien, 0826 300 300, si vous voulez intervenir pour discuter avec Jean-Marie Roy de la justice, parce que ça nous concerne tous, bien sûr. Ces États, midi 14h. André Berkoff. Nous sommes plus que jamais avec Jean-Marie Roy de l'Académie française pour son Drôle de justice qui vient de paraître chez Albin Michel. Alors Jean-Marie Roy, justement, il faut parler de la justice. La justice, est-ce que c'est une arme à deux vitesses? Est-ce que c'est une arme à géométrie très variable? On l'a vu, vous savez, on revient toujours à La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, bien sûr. Mais je voudrais que vous évoquiez dans votre livre, justement... un épisode qu'on connaît assez mal, ou même très mal, c'est l'affaire Brasillac qui a été fusillée. Il y a eu très peu d'écrivains collaborateurs qui ont été fusillés. Je crois qu'il y en a eu 2. Certains sont suicidés, Drieux-La Rochelle et d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brasillac exactement? Alors l'affaire Brasillac, et c'est peut-être ce que j'apporte de plus nouveau dans mon livre, l'affaire Brasillac, vous savez, il est en début 45, il est jugé pour des propos antisémites. Et il y a toute une pétition menée par François Mauriac, par Jean Paulhan, il y a une quarantaine d'écrivains qui protestent et qui essaient de sauver Brasillac de sa condamnation à mort. Et bizarrement, De Gaulle ne le gracie pas. Alors, on va énormément interpréter les choses, pourquoi est-ce qu'il n'a pas gracié? Est-ce qu'on avait présenté une photo de lui en officier allemand? Non, je ne crois pas, c'est pas du tout ça. En fait, la réalité des choses, c'est extrêmement complexe. C'est que Brasillac s'était intéressé comme journaliste, il dirigeait un journal, La Collaboration, je suis partout, à une affaire extraordinairement importante et dissimulée depuis toujours, qui est l'affaire des fosses de Katyn, c'est-à-dire que lorsque les Russes, en 39-40, ont pris possession d'une partie de la Pologne, oui, ils ont fait exécuter, sur l'ordre de Staline, 21 000 officiers et généraux polonais qu'ils ont attachés les mains dans le dos, une balle dans la nuque. Et ils ont été enterrés. 21 000. 21 000. Et ils ont été enterrés, donc, dans des fosses. Et puis, ils ne pouvaient pas prévoir que 2 ans plus tard, les Allemands allaient arriver à Katyn, découvrir le massacre et dénoncer leur horreur soviétique. Enfin, c'est une des choses les plus abominables de l'histoire du monde. Enfin, on a rarement vu ça. On en a vu d'autres. On en a vu d'autres, mais enfin, quand même, c'est une des choses, sur le plan militaire, je crois c'est très très rare. Et donc, les Allemands ont convoqué des journalistes, notamment des journalistes français, et Brasillac. Et donc, Brasillac a fait un grand article dans Je suis partout pour dire « J'ai vu les fosses de Katyn ». Et il a même donné un entretien à la radio. Mmh. Et donc, comme on allait vers le procès de Nuremberg, oui. Il fallait à tout prix qu'on élimine tous les gens qui avaient été témoins de Katyn. Et c'est la raison pour laquelle, puisque il s'agissait en fait du sort de la Pologne. C'était comme les Russes voulaient à ce moment-là reprendre complètement en main, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Oui. Avec le soutien de De Gaulle d'ailleurs, il fallait reprendre en main la Pologne. Donc c'était impossible qu'un témoin puisse les dénoncer. Mais vous pensez que, enfin, après c'est des suppositions, Brasillac aurait été convié au tribunal de Nuremberg pour témoigner? Bien sûr, parce que les gens, il fallait bien avoir des témoins, on n'avait plus de témoins, puisque je vous signale que les soviétiques avaient déjà
fait exécuter le chef du gouvernement polonais en exil par Philby à Gibraltar. Donc, si vous voulez, ils ont éliminé, mais il faut voir le nombre de gens que les soviétiques ont éliminés à ce moment-là pour dissimuler leur turpitude. Et donc, et vous racontez cela, effectivement, et vous dites, alors justement, au fond, j'ai revu, justement, vous parlez de Vichy, j'ai revu, il y a 3 jours, sur Netflix, Section spéciale. C'est le film de Costa Gavras. Oui. Hein, et ces fameuses sections spéciales Vichy, où on voit ce procès hallucinant avec ces juges, et on nomme loi rétroactive, enfin, tout, vraiment, la justice piétinée, foulée aux pieds. Et alors, et c'est pour ça que je voudrais, Jean-Marie Roy, c'est intéressant, le film finit, il est très très bien fait d'ailleurs, je dois dire, et il finit sur « Aucun des juges n'a été ni inculpé ni touché ». Tous les juges, pratiquement, qui ont participé, mais pas seuls, à vraiment à l'exécution, à ces 6 pauvres Français qui ont été fusillés alors qu'ils n'avaient rien fait, ou enfin des petites broutilles, bon voilà, il fallait donner fusil pour l'exemple, hein, le truc classique. Comment vous expliquez? Alors, il y a pire. J'explique. Vous savez, il y a quelqu'un qui a très bien expliqué les choses, c'est Napoléon. Il a dit, l'histoire, c'est un mensonge qu'on ne conteste plus. Alors, comment j'explique? C'est évident que mais il y a pire que les juges. Il y a les conseillers d'État, puisque les lois anti-juives de septembre 40, octobre 40, c'était le commissariat aux questions juives qui les avait proposées. Mais c'est le Conseil d'État qui les a alourdis. Donc... qui en a rajouté. Qui en a rajouté pour l'élimination des juifs de la fonction publique. Donc... Et à la Libération, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Alors, à la décharge du général de Gaulle, c'est vrai qu'il était dans une position extrêmement difficile. Il fallait à la fois pourchasser les tenants de Vichy, puisque c'était son ennemi principal, ça avait été Vichy. Bien sûr. Et on lui reprochait, Saint-Exupéry lui reprochait de s'être plus intéressé à Vichy qu'aux Allemands. Et en même temps, il fallait reprendre en main la France. Oui, réunifier. Voilà. Oui, mais alors justement, mais pour parler de ça, comment vous expliquez, vous en parlez, cette suggestion des juges au pouvoir? C'est-à-dire, donc on dit, Montesquieu doit se retourner 20 000 fois dans sa tombe. Troisième point, la séparation des pouvoirs. Mais on voit, dans le cas dont vous parlez, et dans d'autres cas, que en tout cas certains juges, je ne dis pas tous, on ne va pas généraliser, sont complètement aux ordres, enfin pratiquement, du gouvernement en place. Alors, j'attaque suffisamment les juges pour ne pas les attaquer à nouveau et les défendre un peu. Regardez toutes les périodes de l'histoire. Il y a une période passionnante, qui est la période, vous passez de la Révolution, ensuite à l'Empire, et à ce moment-là, et ensuite de l'Empire à la Restauration. Ce sont les mêmes juges qui sont là. Et quand il y a une affaire où les juges sont particulièrement sévères, qui est l'histoire des 5 sergents de La Rochelle, qui vont être guillotinés, eh bien, ce sont les juges qui avaient été mis en place à l'époque de l'Empire. Donc, si vous voulez, c'est sûr que nous avons besoin aussi d'une stabilité de la magistrature. Bien sûr. Et que chaque juge ne peut pas, disons, faire jouer un droit d'abstention dans un certain nombre de... Oui, mais quand il y a une violation flagrante de la justice, enfin, c'est bien qu'un juge quand même dise... Alors, écoutez, si je devais être sévère vis-à-vis des juges, je serais moins sévère sur cette continuité, parce que c'est difficile de faire autrement. Quand vous changez de régime, et la France est un pays qui n'a pas cessé de changer de régime. Alors, il aurait fallu, comme aux États-Unis, faire le spoil system. Non, je pense que c'est... là où je serais beaucoup plus sévère, c'est dans certaines affaires que je cite, l'affaire du pasteur Doucet, mais encore plus grave, l'affaire des disparus de Lyon. Alors là, on a affaire pendant 20 ans à 20 jeunes filles qui disparaissent et à d'autres affaires comme l'affaire d'Apoigny où on torturait des jeunes filles, on les torturait. Ils payaient pour torturer. Il y avait des notables de Lyon qui venaient torturer des jeunes filles. Ces 2 affaires qui sont liées d'ailleurs et qui ont été dénoncées par le gendarme Jambert. Eh bien, tenez-vous bien, ce gendarme qui a été d'un courage extraordinaire contre sa hiérarchie, contre les notables
politique de la région, et même plus haut, eh bien, ce gendarme, enfin est arrivé le procès, après avoir dénoncé, et la veille de son procès, eh bien, tenez-vous bien, il va se suicider de 2 balles dans la tête, une balle dans la gorge et une balle dans la tempe. Donc, c'est là, et aucun juge, et c'est là où on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que les politiques se sont mêlés, il y a une commission d'enquête parlementaire dans l'affaire Benalla, qui n'avait aucun intérêt, pourquoi est-ce que ce type d'affaire, où on voit que manifestement, il y a eu une soumission totale à des intérêts régionaux, pourquoi est-ce que le politique ne reprend pas la main sur les juges quand les juges ont fait faillite? C'est une vraie question. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Avec Jean-Marie Roire, c'est vrai, hein, qui juge les juges. Encore une fois, aucune généralisation, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, au fond, comment rétablir cet équilibre qui, quelquefois, est vraiment frappé et vraiment fracturé. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. L'écrivain Jean-Marie Roire, Drôle de justice chez Albin Michel. Effectivement, nous pourrions en parler pendant des heures de la justice et c'est intéressant parce que vous parlez aussi, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur quelques figures d'avocats comme le tout à fait célèbre maître Vergès, Jacques Vergès. Vous en parlez, vous l'avez connu, en tout cas vous l'avez côtoyé. Oui, non, j'ai bien connu. Voilà. Et c'est vrai que c'est un personnage. Alors moi, quelque chose... Alors, je ne sais pas si vous avez des lumières supplémentaires. Moi, je suis fasciné parce que jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il a disparu pendant 7 ou 8 ans. Personne ne savait où il était. On pensait qu'il était chez Pol Pot, au Cambodge ou au Vietnam. Enfin, mais on n'a pas de preuves. Et c'est extraordinaire dans un monde comme le nôtre, surinformé, transparent, etc. C'était il y a quelques dizaines de décennies, mais pas tellement. Quelqu'un comme lui, très connu, peut disparaître pendant pratiquement 8 ans, et rejaillir, se retrouver en France, et aucun problème. Mais ça faisait partie de son personnage. C'était la coquetterie du mystère. Ouais. Il s'entourait de mystère, et c'était un homme à la fois très courageux, et en même temps très difficile à saisir, puisque vous savez qu'à 19 ans, il était à Londres, auprès du général de Gaulle. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'il a sauvé, puisque ensuite, quand il a défendu en Algérie les terroristes du FLN, oui. Il y avait un contrat des parachutistes contre lui, il devait être liquidé, et c'est de Gaulle qui aurait dit « non, n'y touchez pas ». Il a été sauvé par le général de Gaulle. Mais moi, je l'ai beaucoup fréquenté, nous avons beaucoup sympathisé en même temps, parce que c'est un personnage très cultivé et très intéressant. Mais un jour, je lui ai posé la question, parce que quand j'ai commencé à faire mon premier livre sur Maradane, je lui ai dit, mais dites-moi la vérité, j'ai fait beaucoup d'articles sur Maradane, mais est-ce que vraiment vous pensez qu'il est innocent? Il dit, je vais vous faire une confidence. C'est mon premier innocent. Voilà, parce que c'est sûr que Carlos et les autres... J'en ai eu des coupables, ouais, mais celui-là... Oui, c'est mon premier innocent. Oui, vous le racontez, c'est très joli. Et vous parlez aussi de Thierry Lévy, de beaucoup d'autres. Mais est-ce que vous avez alors des portraits? Est-ce que vous avez, parmi les juges, justement, parlons des... Vous avez connu aussi pas mal de... le juge Van Ruynbeek, qui était un grand juge. Il y a eu également d'autres juges que je cite, que j'ai connus, qui ont été très très courageux. C'est pour ça que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien sûr, mais il pas question. Le juge Étienne Secaldi, qui avait lutté contre les compagnies pétrolières, les exactions des compagnies pétrolières, qui avait été Hasbrouké, vous savez, par le ministre Meignery. Il avait été extraordinairement courageux. Donc non, vraiment, il y a eu des juges formidables dans l'histoire, mais il y en a eu d'autres qui n'ont pas eu ce courage. C'est vrai, mais alors justement, parlons de quelque chose d'autre qui est la politisation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Jean-Marie Roire, du syndicalisme dans la magistrature? Et évidemment, je parle, entre autres, du syndicat de la magistrature, que l'on connaît bien et qui a pris les positions que l'on sait, notamment, c'était une anecdote, mais pas tellement, c'était plus qu'une anecdote, le mur des cons et autres. C'est beaucoup plus qu'une anecdote. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un très grave symptôme dont on n'a pas assez tenu compte, parce que c'était intolérable. C'était que le pouvoir politique ait cédé
devant le mur des cons, qu'il n'y ait pas eu de sanctions, qu'il y a eu... C'est vraiment un scandale. Mais seulement, il faut voir les conditions. Moi, j'ai la chance d'avoir connu le syndicat de magistrature à ses débuts. À ses débuts, il y avait de bonnes idées. Et vous savez, c'est la phrase de Péguy. C'est une mystique qui devient politique. Voilà. J'allais dire, c'est l'enfer. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. C'est qu'au départ, les intentions étaient assez bonnes. Ouais. Et d'ailleurs, le juge Sekaldiv en faisait partie. Donc, c'était assez bon. Et puis, finalement, ça tournait très vite. Et là, ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que ce syndicalisme a été lié à une autre affaire qui est très, très, à mon avis, qui trouble beaucoup le monde du magistrat, c'est l'école de la magistrature. Parce que l'école de la magistrature, c'est une sorte de campus où les juges restent entre eux et donc sont beaucoup plus perméables aux idées politiques. Alors qu'avant, si vous voulez, et que des juges puissent avoir des opinions politiques, qui n'en a pas. Bon, la question, c'est la question de l'humanité. Ce qui manque dans beaucoup de circonstances aux juges, c'est l'humanité. Or, cette humanité, ils pouvaient l'acquérir beaucoup plus facilement avant les créations de l'école de la magistrature, parce que c'était des avocats. C'était des avocats qui étaient au contact de gens coupables ou non coupables, mais qui voyaient le caractère humain de la justice. L'avocat pouvait devenir juge, quoi. Mais bien sûr, mais c'était comme ça que le recrutement se faisait. Donc, il faudrait revenir à ce système, faire un tronc commun au départ entre les gens qui veulent devenir juges et devenir avocats. Mais qui soient dans la même école. Mais parce que qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est une synthèse entre le réquisitoire et la plaidoirie. Donc, il n'y a pas de raison. C'est ce que font, d'ailleurs, des gens très sages, qui sont les Canadiens. Les Canadiens, vous ne pouvez pas devenir juge, si vous voulez, avant sans avoir été avocat. Ouais. Et aux États-Unis aussi. Et d'ailleurs, Mitterrand avait une phrase un peu dure, il disait « Juge, quel drôle de métier pour un homme ». C'est vrai. Et on lui prête aussi cette phrase, mais je ne la prends pas, je pense qu'elle est fabriquée. S'il disait « J'ai 2 avocats, Badinter pour le droit et Dumas pour le tordu », disait-il. Ça paraît tout à fait plausible. Ça me paraît, connaissant Mitterrand. Je crois que nous avons un auditeur. Oui, vous recevez un appel de Jean qui appelle de Paris. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Voilà, je voulais soumettre à Monsieur Roire, dont d'ailleurs je viens de terminer l'excellent livre, la remarque suivante. Bon, quand on parle sur ce média ou dans tous les médias des dysfonctionnements ou des incohérences de la justice, etc., il y a plein de termes qui peuvent s'appliquer. On ne parle, à ma connaissance, que de la justice pénale. Bon, or, il y a un énorme champ de la justice en général, qui est la justice civile, et dans lequel il se passe des choses extrêmement bizarres et désagréables. Alors, j'aurais plusieurs exemples à vous fournir. Si vous voulez, je vais vous en fournir un seul. Un seul, oui, allez-y. C'est celui de la justice familiale, et par exemple de la garde d'enfants. Par exemple, bon, il y a un champ très important, c'est en matière de garde d'enfants, c'est la notion de résidence alternée que les Belges d'ailleurs appellent beaucoup plus clairement dans leur code civil la résidence, l'hébergement égalitaire des enfants. Et bien, en France, et ça c'est validé par une statistique du ministère de la Justice lui-même, cet hébergement égalitaire est toujours accordé à un père qui la demande quand la mère est d'accord, et presque tout le temps refusé quand la mère s'y oppose. Et il se trouve que la justice familiale, les fameux JAF, sont composés presque exclusivement de femmes. De femmes, oui. Donc voilà, et en face de ça, il y a une loi complètement floue. Le code civil en la matière serait rédigé en disant le JAF fait ce qu'il veut quand il veut, ça reviendrait au même. Et tout ça sous le sceau du pouvoir souverain d'appréciation des juges, qui en quelques clics d'un dictionnaire de synonymes, vous on a bien entendu, Jean. D'arbitraire. En fait, ce que vous dites, c'est vrai, en donnant cet exemple, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la justice pénale, c'est vrai qu'il y a la justice civile, qui n'est pas moins complexe et moins... ardu. Et puis, il y a une autre question.
il y a la justice et il y a la loi. Or, cette loi que nous sanctifions, mais il faut bien voir qu'elle a terriblement évolué. Enfin, il y a eu des lois iniques. Vous parliez des tribunaux d'exception. C'était des lois iniques, mais il y a bien avant. Regardez comme nous avons évolué. Par exemple, sur les lois qui réprimaient l'adultère. Avant, les femmes allaient en prison pour adultère. Sur l'avortement, justement, sous Vichy, il y a eu une femme, condamnée à mort. Une avorteuse condamnée à mort. Absolument. Donc, sur l'homosexualité, on a complètement évolué aussi. Donc, si vous voulez, la loi, il faut faire très attention. Les lois changent. Et heureusement. Et heureusement. Et c'est là, et c'est une des parties de mon livre, où je dis, attention, nous sommes toujours la loi sociale, et ça aussi bien sur tous les plans, sur le plan civil. Eh bien, la société, les exigences de la société ne sont pas les mêmes que celles de l'individu. Parce que l'individu, lui, il a le sentiment qu'il est vraiment, il est sur le plan personnel, il a des aspirations que la société ne comprend pas. Voilà. Et ça, c'est pour ça que la littérature joue ce rôle. Et vous remarquerez qu'en matière d'adultère, c'est Madame Bovary, c'est Anna Karénine, ce sont les écrivains qui ont essayé. C'est Voltaire sur la torture. Comment est-ce qu'on a pu maintenir les lois sur la torture pendant 15 siècles? C'est monstrueux. Il a fallu que des gens qui avaient le sens de l'humain et pardonnez-moi de le dire, ce sont quand même les écrivains. Oui, c'est vrai. Quand ils font de la bonne littérature, là, ils sont suivis. Sinon, c'est plus compliqué. Mais je vous répondrai, mais c'est une autre question. On ne fait pas seulement de la littérature avec des bons sentiments. Non, c'est une autre question. Non, c'est une autre question. Je veux dire, je veux pas dire que les bons sentiments font de la bonne littérature, mais je dis que c'est vrai, c'est humanité, c'est quand même ce qui fait partie de la littérature. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de la littérature. Nous sommes d'accord là-dessus. Je crois que nous avons... Jean-Marc, qui appelle cette fois de Narbonne, pardon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour cher académicien, vous êtes un homme libre, vous, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Voilà, je suis passé plusieurs fois en justice au niveau, j'ai tué personne, mais au niveau commerce, mais le juge, il fait toujours ce qu'il veut, le juge. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Un juge, il fait toujours ce qu'il veut. Quant aussi au procès de Marine Le Pen et que ce n'est plus suspensif, je vous signale qu'en matière de commerce, personne n'en parle, mais depuis 2021, ce n'est plus suspensif l'appel. Donc en cours d'appel, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que si vous êtes condamné au niveau commercial à une somme, par exemple, de 50 000 euros, si vous ne donnez pas les 50 000 euros, vous n'allez pas en appel. Ah bon, vous voulez dire, c'est exécutoire, vous voulez dire? Exactement, et ça, vous en parlez pas parce que vous ne pouvez pas tout savoir, bien sûr, cher André, mais ça, c'est depuis 2021. Donc tous les entrepreneurs, même toutes les personnes civiles, l'appel c'est fini, il n'y a plus personne. Et autrement, il faut prouver que vous n'avez pas d'argent, et même quand vous prouvez que vous n'avez pas d'argent, ils ne veulent pas qu'il y ait un appel. Donc ça existe depuis, très rarement, c'est depuis 2021. Après, pour un cas, par exemple, que je peux citer parce que c'est un cas personnel, par exemple, une fois en appel, quand on pouvait encore en appel, j'étais condamné à une dette de 160 000 euros. Il y avait la preuve que la personne avait déjà encaissé 70 000 euros, c'était un grand groupe bancaire, bien sûr. Le juge écrit que sur les 160 000 euros, le groupe bancaire a bien encaissé 70 000 euros, mais que moi, je dois quand même payer la somme de 160 000 euros. Ça paraît fou, ça. Ouais. Mais pourquoi? Mais au nom de quoi il vous dit ça, puisque vous avez payé une partie? Justement, au nom de rien du tout. C'est-à-dire que même un enfant, il déduit 60 000 euros, 260 000 euros. Si vous voulez. Mais lui, il n'a pas déduit, et c'était un appel, et c'est terminé. Voilà. Donc il fait ce qu'il veut. Donc vous avez envie de prendre le juge comme à la chanson de Brassens et l'amener dans un fourré, si vous voulez. Chez le gorille. Oui, exactement, le gorille. Mais c'est pour ça que moi je suis passé plusieurs fois en justice parce que j'ai attaqué beaucoup de choses dans ma vie et je ne veux plus y aller, enfin à moins qu'on m'attaque ce coup-ci, parce que c'est complètement, si vous voulez, c'est une pièce jetée en l'air. Je suis allé en cassation 3 fois dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de personnes, à titre personnel, qui sont allées 3 fois en cassation dans ma vie. Une fois, le rapporteur m'a donné raison, sur la même affaire que je vous ai citée, et la Cour de cassation m'a donné tort. Alors que normalement, ils ne vont jamais contre du rapporteur. C'est tout le problème des lois, de la complicité des lois. Avant que vous ne répondiez, Jean-Marie Roy, peut-être on va prendre Philippe. Je crois que nous avons Philippe. Oui, Philippe qui appelle du camp. Bonjour Philippe. Oui. Bonjour. Bonjour André et bonjour Monsieur Roy. Je suis déjà très honoré de parler 2 journalistes et 2 hommes de lettres. Pas l'oublier.
Alors, j'aimerais vous parler de deux sujets. Enfin, allez-y. Brièvement, en France, l'indépendance, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, hein, l'indépendance politique des juges français, quand on voit le syndicat de la magistrature invité et présent à la fête de l'humanité, ça laisse rêveur. Je dirais que ça pourrait être même très, 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 très impossible ailleurs. Un second sujet, est-ce qu'il y a une propension, c'est l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Monsieur Roy, de la Cour européenne est constituée de, j'avais vérifié, je crois, 38 magistrats, avec certains reportages et enquêtes que j'ai pu suivre, des journalistes d'ailleurs, hein, qui ont confirmé des conflits d'intérêts de la Fondation Soros sur certains juges. Qu'est-ce que vous proposez pour éduquer la magistrature brièvement, pour retrouver sa pleine conscience et liberté par le peuple et pour le peuple? Merci Philippe. Oui, mais c'est vrai que la justice, il faut le rappeler, elle est prononcée par le peuple et pour le peuple. Alors, Jean-Marie Roy, c'est vrai que le syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pose quand même question, en tout cas. Et puis surtout, ce problème de la connivence des juges, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler, et je voudrais aussi avoir votre sentiment là-dessus, c'est qu'une partie de la magistrature, disons le parquet, sa carrière dépend du ministre de la Justice et donc du gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de lien, je ne dirais pas incestueux, qui vaudrait peut-être une vraie séparation des pouvoirs de ce point de vue-là? C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je crois que la seule chose, les seules garanties que nous puissions avoir, et ça c'est vrai pour les cours d'assises, c'est à partir du moment où le peuple juge. Parce que le peuple juge plus facilement avec ses tripes. Et je ne crois pas à une compétence en matière pour rendre la justice. Je ne crois pas que ça soit une question de compétence, en tout cas pour les cours d'assises. Pour le reste, c'est extrêmement complexe, les tribunaux commerciaux. Mais vous savez, je crois que ce qui est frappant dans toute l'organisation de la justice, c'est ce sentiment que nous avons tous quand nous passons. Moi, je suis passé devant un tribunal, j'ai été condamné à 100 000 € de dommages et intérêts dans l'affaire pour diffamation dans l'affaire Omar Haddad. Ouais. C'est ce sentiment que nous avons que la justice n'est pas rendue, l'insatisfaction. Mais il faut bien se dire que c'est très ancien, puisque vous aviez un chancelier, un jurisconsulte, le chancelier d'Aguesseau, qui disait « Si on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, je commencerai par prendre la poudre d'escampette. » Ah bon, donc, vous voyez, pourtant c'était un spécialiste, il connaissait très bien la justice. Donc c'est vrai que il vaut mieux éviter la justice, c'est extrêmement complexe, c'est très aléatoire, c'est vrai que c'est très aléatoire. On peut proposer des choses, j'en propose, je dis, sur le plan le changement de l'école de la magistrature. Alors, école de la magistrature, vous en avez parlé. Mais vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites qu'en matière de cour d'assises, disons en matière de crime, en matière de pénal, vous faites plus confiance au peuple qu'aux juges, qu'au métier que juge en leur métier. Oui, je crois que la justice doit être rendu au peuple. Ça me paraît être une chose nécessaire, parce que les magistrats, à quoi ça sert finalement de mettre des magistrats et faussement des élus populaires, puisqu'au fond, on n'entendra pas leur voix. Voilà. Parce que il me semble que quelquefois les influences sont plus fortes avec des arguments, disons, juridiques, qui pollue d'une certaine façon, enfin à mon sens, la justice. Et puis il y a, comme vous dites, le prestige de l'uniforme, quand même. C'est-à-dire que j'ai l'uniforme, même si le juge est en civil, il va influencer. Ah mais c'est monsieur qui sait, c'est le sachant. Quand il est dans une cour de délibération de jury, il est le sachant. Donc on va l'écouter avec plus d'attention que d'autres. On continue de parler de la justice, on continue de parler de drôles de justice, justement, avec Jean-Marie Roy, après cette dernière petite pause. Partenaire du tremplin musical. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Jean-Marie Roy a un livre à lire, d'ailleurs une pièce à lire, enfin on en parle un peu, mais j'espère qu'elle sera jouée, elle est
très drôle, c'est le cas de le dire, drôle de justice, avec des gens très... Je sens que vous avez tiré vos portraits dans des personnes... Enfin, vous avez multiplié dans une seule personne des gens que vous connaissez, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment selon que vous serez puissant et misérable. Parce que quand même, parlons un peu de cette pièce qui est une partie de votre livre, de cette pièce de théâtre qui, j'espère, sera jouée, Jean-Marie Roire. Quand même, il y a des sacrés sacripants dans cette pièce. Hein. Le président, il n'est pas blanc-bleu, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais j'ai voulu montrer à quel point ces personnages qu'on voit très éloignés de nous, qu'on imagine complètement sur une montagne, qui n'ont pas... Eh bien, au fond, sont terriblement humains. Terriblement humains. Alors, ils sont humains, quelquefois, dans leurs mouvements familiaux, dans leurs existences familiales, mais ils ont les mêmes problèmes. Ils ont des enfants qui peuvent se droguer, ils ont des filles qui peuvent avoir des problèmes. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Ils ont un jeune immigré... Voilà. Et donc, j'ai essayé de tirer, et c'est là où j'ai pas voulu, disons, faire un copier-coller de l'affaire Omar Haddad. Non, pas du tout. J'ai voulu, au contraire, faire une création, essayer de tirer. Pour moi, c'est ça la littérature, c'est ça le théâtre, c'est essayer de tirer d'une expérience une leçon humaine, aller en profondeur et peut-être justement essayer de ne pas être terre à terre. Voilà, j'ai essayé d'élever le débat à un niveau, et c'est pour ça que j'ai choisi d'être un peu amusant, même très amusant, j'espère, et parce que il me semble qu'on corrige les mœurs en riant. Et d'ailleurs, c'était Malraux qui disait transformer l'expérience en conscience, et ce n'est pas faux. Au fond, la justice, est-ce que quelque part, certes, c'est un mal nécessaire et on a besoin de justice et on a besoin de juges, mais encore une fois, deux questions se posent. Qui juge les juges? Voilà. Première question. Et deuxième question, comment assurer, et c'est une vaste, il faudrait faire 5 heures là-dessus et 3 conférences, comment assurer la véritable indépendance de la justice? Est-ce que c'est possible, Jean-Marie Roire? Déjà, pour l'indépendance, la première des choses à faire, ça serait d'éviter une affaire comme celle du mur des cons, alors là, qui aurait dû être vraiment gravement sanctionnée. Il n'a pas été. Éviter que des juges prennent position politiquement. Enfin, ça me paraît l'évidence, que ça soit à la fête de l'Humanité, ou à la fête du Front National, ou à n'importe quelle autre fête. Enfin, c'est évident que le juge ne doit pas, quelles que soient ses opinions, après tout. Ça, c'est une question. Et la première question que vous avez posée, c'était sur La première question, c'était sur qui jugerait les juges. Oui, qui juge, voilà. Oui. Alors, cette question, qui juge les juges, à mon avis, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que, est-ce que le jugement ne doit pas revenir, au fond, aux politiques? Mais vous remarquerez, regardez dans l'affaire Fillon, par exemple, ou dans l'affaire Juppé, le monde politique, qui est très divisé et qui se réjouit souvent des malheurs qui arrivent aux autres, ne réagit pas. Alors qu'en fait, ces questions, je trouve que la façon dont François Fillon a été écarté de la présidentielle, avec cette rapidité des juges, ça méritait une commission d'enquête parlementaire. Ça méritait une commission d'enquête parlementaire. Et on ne l'a pas fait. Et maintenant, on se pose la question, mais d'une façon très grave, est-ce que nous ne sommes pas dans la République des juges? Et que faire pour essayer de revenir en arrière, c'est quand même le politique, avec toutes ces erreurs, hein, puisque on voit bien que toutes ces lois qui sont faites à la va-vite, qui sont faites sous l'influence du moment, enfin, qui ne sont pas vraiment réfléchies, eh bien, maintenant, nous sommes dans une impasse. Et on se dit, c'est vrai que c'est choquant quand on voit les termes dont la procureure dans l'affaire Sarkozy a parlé d'un ancien président de la République. Je crois que c'est pas digne. Je veux dire, quel que soit le fond, l'opinion qu'on puisse avoir. Mais vraiment, c'est pas digne. Il y a une sorte de
de sentiment de suprématie du juge qui se sent au-dessus de tout, et finalement, il est le concurrent, d'une certaine façon, il est un frein à la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment d'impunité ? Oui, mais parce qu'il y a justement aucun. Vous n'avez jamais vu un juge qui puisse être. En général, la meilleure façon de punir un juge, c'est de le promouvoir. Oui, c'est une punition intéressante, exactement. Non, c'est vrai, c'est un. Non, mais vous posez le problème, on pose le problème justement de cette espèce. C'est le seul métier, enfin, à ma connaissance, où, encore une fois, il y a des juges magnifiques qui font très bien leur boulot, c'est pas le problème. Mais où la sanction. Regardez le juge Burgot au moment de. Outreau. Oui. Outreau, pardon, Outreau. Je pensais à Dutroux, là. Et en d'Outreau, on se dit, bon, très bien, il a été, comme vous dites, asbrouqué, je ne sais pas où. Mais on se pose des questions, parce que là-dessus, et vous le savez mieux que personne, il y a des vies brisées, des vies cassées, il y a des choses qui ne se réparent pas, même si... C'est quand même une plaie ouverte, cette histoire, pas simple. Mais si on veut voir comment se jugent les juges, il suffit de regarder sur Internet les jugements qui ont eu lieu sur les juges. Il y a un an ou deux, un juge qui avait proposé sa fille sur Internet pour qu'elle puisse être violée. Sa fille de 12 ans. Il a eu une admonestation. Je crois qu'il a eu 3 mois avec sursis. Mais je ne crois pas qu'il ait été exclu de la magistrature. Donc vous voyez, mais c'est une affaire, j'en prends une parmi 1000. Quand vous voyez comment se juge, mais qu'ils soient indulgents, les juges, moi je trouve ça assez bien qu'ils soient indulgents entre eux. Mais ce qui devrait être, c'est indulgent avec tout le monde, avec les autres. C'est ça. Merci Jean-Marie Roire. Je rappelle Drôle de justice aux éditions Albin Michel. Lisez-le et puis on attend la pièce quand elle sera montée.